Bonjour, je suis Adrien Rousseau, je suis ingénieur au service de l'expertise technologique de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'autorité de protection des données personnelles française. Je suis donc ici pour vous présenter un peu la CNIL et les enjeux, ce qu'on fait, notre travail, enfin quelques-unes de nos activités et les enjeux de la loi informatique et liberté qui sont liés à la santé. Je vais donc commencer par vous présenter rapidement un petit rappel du cadre législatif. Donc la CNIL a été créée par une loi en 1978, loi qui a été depuis modifiée en 2004 suite à l'adoption d'une directive européenne en 95. Et son rôle, l'objectif de cette loi à l'époque et toujours aujourd'hui est de protéger les données personnelles des individus. Un vaste domaine, parce qu'une donnée à caractère personnel, ça peut vraiment être un peu tout et n'importe quoi qui concerne un individu, qui vont permettre de l'identifier directement ou indirectement. Ça va donc être les noms, les prénoms, mais aussi des photos. On voit quelques exemples à l'image, les signatures, l'ADN également, et beaucoup d'autres données. Le cadre législatif, tout comme le numérique d'ailleurs, évolue et est en constante évolution, et donc est en projet un règlement européen dont on a déjà parlé ce matin d'ailleurs, dont l'objectif est de donner plus de droits aux personnes, aux individus, et d'un autre côté, il y aurait moins de formalités pour les entreprises et pour les responsables de traitement. Bien que dans le milieu de la santé, ce ne soit pas forcément le cas, parce que la donnée de santé est quand même une donnée très sensible, qui mérite qu'il y ait des mesures de sécurité et qu'on respecte vraiment les droits des personnes. Et également donc, plus de responsabilité. Je reviendrai un peu sur ce point en fin de ma présentation. Donc la CNIL, elle a deux grands rôles principaux. Ça va être d'informer, conseiller le public, les administrés, tout citoyen, mais aussi conseiller les entreprises, les responsables de traitement à mieux gérer leur traitement, les données personnelles, à sécuriser et à garantir les droits des personnes qui sont concernées par les données. Pour cela, on a élaboré un certain nombre de guides, de tutoriels vidéo, plutôt à destination des personnes, mais également des guides et des recommandations qui sont, eux, à destination donc, des responsables de traitement. Le deuxième rôle principal de la CNIL va être de contrôler et de sanctionner, vérifier que les traitements qui sont prévus par tout un ensemble de personnes vont respecter la loi, vont respecter les droits des personnes et les mesures de sécurité. Ce qui passe donc par des déclarations ou des autorisations qui sont préalables à la mise en œuvre du traitement. On doit vraiment demander à la commission l'accord pour que le traitement soit mis en œuvre. Parce qu'on va vérifier que le traitement est en conformité avec la loi. Si jamais il ne l'est pas, il y a des échanges qui sont faits avec les entreprises ou les administrations pour améliorer le système et mieux prendre en compte les droits des personnes. Et elle a aussi donc un pouvoir de contrôle. Elle peut se rendre sur place dans les entreprises à l'improviste, un matin, et vérifier comment sont mis en œuvre les traitements, vérifier que tout cela est bien respecté. Et si jamais les règles ne sont pas respectées, dans ce cas-là, proposer des sanctions. La CNIL, c'est donc 17 commissaires qui se réunissent et qui prennent les décisions et qui s'appuient sur des services. Et on a actuellement environ 180 personnes qui font partie de la commission, réparties dans différents services pour répondre aux différentes missions. L'un de ces services, auquel je ne fais pas partie, mais qui fait partie de la même direction que la mienne, est le département des technologies et de l'innovation, dont l'objectif est vraiment de voir dans l'avenir, voir quels vont être les nouveaux usages, quelles vont être les nouvelles technologies, en avance de phase, avant qu'elles soient éventuellement sur le marché, pour s'assurer que le principe de la vie privée sera déjà pris en compte dès la conception du système. Pour cela, on fait des études, un certain nombre d'études, donc sur plein d'objets, sur des objets connectés, comme on peut voir là ici à l'écran, mais aussi les télés connectées, les voitures connectées. On aime bien tout ce qui est connecté. Et ces études, pour les mener, elles s'appuient également donc, sur un laboratoire dans lequel... Excusez-moi, c'est pas passé. Attendez, excusez-moi, parce que le slide a bugué. Ok.
Voilà, pardon. Donc un laboratoire dont la mission donc c'est d'explorer ces nouvelles technologies et ces nouveaux usages et pousser un peu les projets de recherche qui vont être liés à la vie privée et au respect des données personnelles. Et donc ce laboratoire est composé d'une plateforme de prototypage, excusez-moi, d'une structure d'expérimentation et d'une plateforme de prototypage. Donc on va réfléchir à des projets. On a un partenariat notamment avec l'INRIA, avec lequel on a développé un outil qui s'appelle Mobilityx, qui est un outil qui va s'interfacer avec les systèmes d'exploitation des smartphones pour voir qu'est-ce qui se passe au cœur du smartphone, quelles sont les données qui vont être utilisées par le téléphone en lui-même, mais aussi par les applications tierces qui vont être installées. Donc on log, c'est vraiment une sorte de logiciel espion, on va dire, mais avec le consentement bien évidemment des utilisateurs. On va loguer toutes les actions qui sont effectuées en utilisant telle ou telle application, voir quelles sont les données qui sont récupérées, quelles sont les données qui sont transmises ou pas à l'extérieur et vers qui ces données sont transmises. On a également élaboré un outil qui s'appelle CookieViz en interne. Là ici ça a été fait totalement par une équipe de la CNIL qui permet donc vous pouvez télécharger d'ailleurs, qui est disponible sur le site de la CNIL et qui permet de découvrir la face cachée de la navigation. Quels sont les cookies qui sont déposés lorsque vous vous rendez sur tel ou tel site? Est-ce qu'il n'y a que les cookies de ce site qui sont déposés ou est-ce qu'il y a aussi des cookies tiers? Et avec une jolie visualisation qui permet d'avoir un peu plus d'informations. Donc tout cela, ça nous amène à publier de la documentation. Donc on a publié des sources, des codes sources, un certain nombre de codes sources, notamment des codes sources pour mieux gérer la vie privée des utilisateurs lorsqu'on utilise des réseaux sociaux, par exemple. Il y a un plugin JavaScript qui a été publié et qui est en open source et que vous pouvez aller voir, améliorer, et qui permet que justement les cookies ne s'installe pas sur l'ordinateur de l'utilisateur dès qu'il va se rendre sur votre site. Seulement les cookies qui sont liés aux réseaux sociaux qui s'installent lorsque vous installez ces boutons-là. Là ici, il va falloir une action d'utilisateur pour que l'utilisateur se rende vraiment compte qu'il a envie d'utiliser ces réseaux sociaux et donc être plus ou moins tracé par ces cookies. Et donc il y a d'autres publications qui sont proposées sur le site dans le cadre de l'innovation et de la prospective de la commission. Mais du coup, quand on parle maintenant les données de santé, la loi informatique et liberté, qu'est-ce que ça veut dire, où est-ce qu'on va et quelles sont les règles à respecter. On a fait donc une étude, vous en avez peut-être déjà entendu parler, sur la santé et le bien-être numérique. Quelle est la différence entre ces deux données et quelles sont un peu les nouvelles régulations qu'on pourrait apporter. Et donc pour cette étude, on a d'abord regardé qu'est-ce qui se faisait sur le marché. Quels sont les capteurs, les différents capteurs qui existent. Donc on voit là ici, on a plein. Il y a des capteurs de poids, des capteurs de tension, des capteurs du nombre de pas, du sommeil. Et tous ces capteurs, en fait, c'est plein de mini-capteurs qui sont insérés à l'intérieur. Et encore une fois qu'on a vu tout cela, on s'est dit ça serait drôle d'en acheter. Donc on en a pris. On les a testés, on a regardé comment ils fonctionnaient, justement avec l'outil dont j'ai parlé tout à l'heure, Mobilityx. Et on a remarqué que généralement, les données qui sont générées par ces capteurs, une fois qu'elles sont synchronisées avec votre application, vous n'y accédez pas directement. Elles transitent d'abord par les serveurs de l'éditeur de l'application ou du capteur. Et ensuite, une fois qu'elles sont un peu moulinées sur ces serveurs, les données sont retransmises sur l'application dédiée au capteur pour avoir une meilleure visualisation, parce que des données brutes, un utilisateur il ne sait pas ce que ça veut dire. Et en plus, ça permet de voir ses performances dans le temps et de voir les évolutions de son propre comportement. Et donc pour l'utilisateur, c'est vraiment une plus-value. Et après, donc l'utilisateur continue à utiliser son capteur et c'est un circuit qui continue tant que la personne l'utilise. On s'est rendu compte du coup qu'il y avait un certain nombre d'enjeux liés à l'informatique et à la loi informatique et liberté qui émergeaient avec ces pratiques. La première, c'est il y a des nouvelles données qui sont générées par ces capteurs, sont présentées en tant que bien-être. Est-ce que ça pourrait pas aussi être des données de santé? Il y a vraiment une frontière un peu floue à chercher, à trouver, et on peut se demander si
une donnée, un nombre de pas, c'est une donnée de santé. Peut-être pas sur une journée, mais sur 1 an, 2 ans, 3 ans, une fois qu'on a vraiment bien utilisé le capteur et qu'on l'utilise tous les jours, est-ce que ça va pas révéler quelque chose sur la santé de la personne? Une autre question qui se posait aussi, c'est, comme je l'ai montré, les données transitent d'abord sur les serveurs des applications, et ça pose des questions sur du contrôle que la personne va pouvoir avoir sur ces données, mais aussi la sécurisation de ces données. Si les données ne sont pas assez sécurisées, elles sont sur un serveur, un ou plusieurs serveurs, mais en tout cas quelques serveurs du responsable de traitement, c'est plus facile pour quelqu'un qui voudrait les récupérer d'aller les chercher, soit en piratant, soit en demandant à celui qui détient les données de nous les donner. C'est donc cas plus facile que d'aller hacker plusieurs millions de téléphones portables ou d'ordinateurs. C'est donc beaucoup d'enjeux qui sont soulevés, et cela, ça pose donc peut-être faudrait-il des nouvelles pistes de régulation. Est-ce que il faut prévoir déjà des restrictions d'usage de ces données? On ne sait pas vraiment ce vers quoi on va, on ne sait pas vraiment ce qu'elles vont signifier dans 1 an ou 2 ans, une fois qu'on aura une masse de données énorme. Pour ça, du coup, on va chercher à accompagner les responsables de traitement, ceux qui développent ces applications, pour qu'ils respectent dès le départ la vie privée des utilisateurs. Mais il faut également accompagner les usages, les professionnels de santé qui vont utiliser ces capteurs, les patients qui vont utiliser ces capteurs. Quelle est la confiance qu'ils vont pouvoir avoir dans ces capteurs? Est-ce qu'il ne faut pas prévoir des certifications, une ou plusieurs? Comme je l'ai dit, il y a des capteurs qui vont mesurer la glycémie ou qui vont mesurer le rythme cardiaque. On voit bien que là, ici, c'est de la donnée de santé. D'autres, le nombre de pas. La question se pose peut-être un petit peu plus. Et donc peut-être différents types de données de santé qui vont émerger. Et en fonction de ces données de santé, on va appliquer un certain nombre de règles. Et c'est pour ça qu'il pourrait peut-être y avoir plusieurs normes ou plusieurs certifications, comme il existe aujourd'hui pour les dispositifs médicaux. Peut-être transposer cela pour les dispositifs, pour les capteurs du quotidien. Et donc on va avoir d'un côté les données qui sont utilisées dans la relation patient-médecin, là donc vraiment de la donnée de santé, d'autres données de santé qui sont générées par la personne elle-même, toute seule, chez elle, elle va mesurer son taux de glycémie 2, 3, 4 fois par jour, voire plus. Là aussi on a de la donnée médicale qui est très sensible. Et quand on va à l'autre bout de la chaîne, des données qui ne vont pas forcément représenter une pathologie, mais qui peuvent être des données de santé. Parce qu'elles vont donner un indicateur, en tout cas, sans que ce soit une pathologie exacte, vont donner un indicateur sur l'état de santé de la personne. L'étude ça c'est donc une partie des conclusions de l'étude. Il y a eu d'autres conclusions également. On a vraiment exploré les usages, les différents types d'usages, les différents types d'utilisateurs. Ça pose aussi des questions sur les nouveaux modèles économiques qui émergent, à se demander justement est-ce qu'on va aller vers un modèle du pay as you work, donc si jamais je marche plus, je paierai moins en assurance, par exemple. Je vous invite à lire cette étude qui a été publiée donc, et qui est aussi disponible sur le site de la CNIL. Et donc là, plus particulièrement sur la loi, sur les lois même, il y a un certain nombre de principes qui doivent émerger en matière de protection des données personnelles de santé. Et donc il y a 2 grands corps à regarder, la loi informatique et liberté, mais également le code de la santé publique. Donc la loi informatique et liberté, elle pose 5 grands principes. Le premier, ça va être quand je développe une application, quand je développe un nouveau système, je le développe pour quelque chose, pour un objectif. Donc quel est cet objectif? Quelle est ma finalité? Le deuxième va être j'ai un objectif, donc pour atteindre cet objectif, quelles vont être les données, quels vont être les utilisateurs dont je vais avoir besoin. Je vais donc vérifier que par exemple, je vais donner un exemple très bête. Si vous allez voir un professionnel de santé parce que vous avez la grippe, il va pas forcément vous demander où est-ce que vous êtes allé les 3 derniers jours. Dans le numérique, c'est pareil. Une application qui va vous proposer un certain nombre de diagnostics, par exemple, n'a pas forcément besoin de savoir où vous étiez.
Donc la géolocalisation n'est pas forcément récupérée, même si la donnée peut être disponible. C'est pas parce que la donnée du coup est effectivement accessible sur un smartphone ou sur un tas d'applications. Il existe des API qui permettent d'aller récupérer beaucoup de données, mais on n'a pas forcément besoin de toutes les données. On peut récupérer juste une partie des données qui vont être effectivement nécessaires pour réaliser l'objectif tant du responsable de traitement, de l'entreprise qui pousse son système, que de l'utilisateur. On voit bien donc toutes ces données, on va les conserver, on va les garder, mais on va pas les garder indéfiniment. Il faut prévoir une durée de conservation plus ou moins longue, qui peut aller de la seconde, si jamais on décide d'anonymiser directement les données, jusqu'à, pour le dossier médical par exemple, on va jusqu'à 20 ans de durée de conservation. Ça peut paraître long, mais un professionnel de santé qui a besoin de vous soigner, il a besoin d'un historique, de connaître quels ont été les antécédents d'un patient, et donc c'est tout à fait pertinent par rapport à l'objectif et par rapport à la démarche. Il y a pendant toute cette durée de conservation, les personnes ont des droits, même avant même que les données soient collectées, elles ont des droits, elles doivent être informées de ce qui va être collecté et pourquoi les données vont être collectées. Et enfin, il faut mettre en place des mesures de sécurité adaptées pour s'assurer que les données vont être sécurisées. On va assurer la confidentialité des données, que n'importe qui ne puisse pas y accéder, la disponibilité de la donnée, que la donnée soit disponible pour les utilisateurs à n'importe quel moment. Dans un établissement de santé, il faut bien prendre en compte le fait qu'on va soigner des gens. Si on n'a pas accès à la donnée, on pourra pas forcément la soigner. Donc il faut bien prendre en compte ces mesures-là. Côté du code de la santé publique, on va retrouver un peu les mêmes obligations, c'est logique, avec certaines choses en plus. Par exemple, dans le domaine de la santé, donc l'agrément des hébergeurs de données de santé, quelqu'un qui va héberger vos données, il doit être agréé pour cela et on va vérifier au préalable que les mesures de sécurité adéquates ont été mises en œuvre. Et du coup, en mettant en place tous ces principes, on voit que l'idée c'est vraiment de trouver un équilibre entre l'entreprise, les besoins de l'entreprise et les utilisateurs et leur vie privée. On peut se poser la question, est-ce que si jamais on a trop de données, si on prend trop de volume de données, est-ce qu'on va du coup pas perdre un peu la signification de la donnée? Est-ce qu'on va la donnée qui pourrait être un pétrole, le pétrole du numérique, est-ce que si on en a trop, on va pas avoir des tsunamis ou des Erika ou des marées noires? Pour quelques exemples, en dehors de la santé, pour montrer, les utilisateurs sont assez conscients quand même de ce qui se passe sur leurs données et ils veulent avoir le contrôle. Sur la donnée de géolocalisation, une étude a montré que 86% souhaitent pouvoir refuser, ou en tout cas interdire l'accès à la géolocalisation. Aujourd'hui, sur un téléphone portable, c'est possible. Avant, ça ne l'était pas. Les évolutions des systèmes d'exploitation, les évolutions du numérique qui ont été apportées par le numérique ont permis à l'utilisateur de mieux gérer toutes ces données. Il faut trouver cet équilibre qui aujourd'hui, j'ai l'impression en tout cas, n'est pas effectif et est plutôt dans le sens des responsables de traitement et des entreprises. Les entreprises ont collecté beaucoup de données parce qu'il faut connaître son public, il faut savoir comment il fonctionne, il faut pouvoir adapter l'offre à telle ou telle personne. Mais de l'autre côté, les personnes ne sont pas forcément informées que toutes ces données-là sont collectées et elles perdent du coup la maîtrise de ces données. Il faut donc trouver un moyen d'innover pour retrouver cet équilibre. Et c'est pour ça que le projet de règlement qui est en cours d'élaboration, même s'il n'est pas finalisé et qu'il n'a pas... Même s'il n'est pas finalisé et qu'il n'a pas été adopté, il y a un certain nombre de principes qu'on peut voir émerger et qui sont importants et qui pourraient être importants même si le règlement n'était pas adopté. Premièrement, les personnes pourraient avoir de nouveaux droits. Déjà, un droit à l'oubli. Lié au droit de suppression, si jamais je ne veux plus utiliser un service, je demande à ce que ce service m'oublie. Un deuxième, ça va être la possibilité d'introduire des recours collectifs. Donc les utilisateurs pourront se mettre en commun pour si jamais un responsable de traitement fait les choses mal, ils pourront se mettre en commun pour aller l'attaquer, avoir plus de force et plus de puissance. Il y a également un principe général de transparence.
mieux informer les utilisateurs de ce qui est fait des données, éventuellement trouver des logos, avoir quelque chose de plus visuel pour l'utilisateur, ça peut être important, ça peut être plus facile, et parce que tout le monde ne sait pas forcément bien lire, etc. Et enfin, un droit à la portabilité des données qui va être très très important et qui va pouvoir, on va pouvoir voir émerger avec ce nouveau droit de nouveaux services. Les personnes pourront récupérer les données d'un service, éventuellement on pourrait imaginer des standards de données et ensuite les transposer et les réimporter dans un autre service. C'est de plus en plus le cas, il y a des API qui commencent à émerger, mais on va avoir ce droit à la portabilité des données qui va être encore plus prégnant. De l'autre côté, pour les responsables de traitement, il y aura des formalités allégées, pas forcément dans le domaine de la santé, mais en tout cas, on va essayer de rendre le responsable de traitement plus conscient de ce qu'il fait. Il aura donc parfois l'obligation de désigner un correspondant à la protection des données, et il devra garantir la protection des données par défaut, dès la conception du système. Quand on pense à un système informatique, une nouvelle application ou un nouveau service, il faut vraiment penser à la vie privée des utilisateurs, parce que ça peut modifier au fond le système. Et pour ça, il y a des études d'impact sur la vie privée qui peuvent être élaborées. Et la CNIL a élaboré déjà deux guides qui sont disponibles sur le site de la CNIL pour gérer les risques sur la vie privée. Autant les risques de sécurité pure, donc on va s'assurer que les flux de données sont sécurisés, que les données qui sont sur les serveurs sont sécurisées, mais on va aussi s'assurer que les personnes peuvent exercer leurs droits. Dès le départ, on va prévoir que les personnes pourront accéder et s'assurer que ces accès seront effectifs et permanents. Un premier guide donc pour voir comment cela fonctionne, et le deuxième guide qui va être les mesures à mettre en place par rapport aux risques qu'on aura identifiés en utilisant le premier guide et qui seront intégrés dans le cahier des charges. Et enfin, pour les autorités de protection des données, le règlement apporte aussi des choses. La première chose, c'est une clarification par rapport à l'autorité compétente. Et le deuxième, c'est un montant des sanctions qui va être élevé, plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui, et qui pourra atteindre jusqu'à 5% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise. Ce qui est un peu plus important. Aujourd'hui, la CNIL peut sanctionner jusqu'à 300 000 € d'amende. Voilà, c'est du coup en respectant ces principes et en prévoyant dès le départ de respecter la vie privée et en prenant en compte cet aspect lors de l'élaboration des cahiers des charges des sites internet ou des nouvelles applications, qu'on va pouvoir trouver ce vrai socle de confiance et élaborer tous ensemble une meilleure gestion de la vie privée et des nouveaux services. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. Vous n'avez pas de questions? Oui. Alors, il y a aujourd'hui, par rapport à l'agrément d'hébergeur de données de santé, l'objectif de cet agrément, c'est que les autorités, enfin les serveurs les sécurités qui sont mises en œuvre sur les serveurs ont été vérifiées au préalable. Du coup, les professionnels de santé, dont ce n'est pas du tout le métier de vérifier la sécurité de son hébergeur, doivent pouvoir leur faire confiance. C'est vraiment ça l'objectif des serveurs agréés. On sait qu'il y a des mesures de protection qui sont prévues et mises en œuvre sur ces serveurs, alors que d'autres serveurs, vous pouvez acheter un serveur avec aucune mesure de protection et c'est à vous de tout faire. Voilà la différence entre les deux. Oui, pour avoir l'agrément. En fait, les entreprises qui vont héberger les données donc doivent se faire agréer et avoir un médecin à disposition. Le médecin, son rôle, le pourquoi il était là, en tout cas au début, c'était notamment pour s'assurer, si jamais la personne concernée n'a pas forcément confiance, on va dire, en la personne qui lui fournit le service, et va demander à l'hébergeur de lui fournir les données. Si l'hébergeur peut lui fournir les données, dans ce cas-là, il va faire des extractions et les transmettre.
Deuxièmement, c'est aussi parce qu'il peut y avoir, dans certains cas d'application, si jamais l'hébergeur fournit des applications avec, le médecin d'hébergeur va pouvoir vérifier s'il n'y a pas des collisions ou des doublons dans les dossiers des patients. Donc deux patients qui auraient un même dossier médical ou un patient qui aurait deux dossiers médicaux séparés. C'est pour s'assurer de ce type de choses. On peut en faire appel juste en cas de besoin. Oui. Merci pour cette présentation très claire. Aujourd'hui, quand vous avez certains fabricants comme Wissys, Garmin et autres qui vont récupérer le poids, est-ce que ça fait partie des données de santé ou à nouveau des données fitness? C'est une question très compliquée et la question se pose réellement, mais sur une journée peut-être pas. Parce que vous pouvez très bien avoir perdu beaucoup de poids aujourd'hui, parce que vous êtes allé courir beaucoup, que vous n'avez pas beaucoup mangé cette semaine, et donc vous avez perdu 2 kilos, mais vous allez les reprendre dans 2 jours. Donc ça ne veut pas forcément dire, voilà, en soi le poids ne veut pas forcément dire grand-chose sur la santé. Si vous aviez la taille en même temps, ça serait différent. Parce que le poids et la taille, vous avez un IMC, et l'IMC, ça vous indique si vous êtes en surpoids ou pas. Donc la question se pose, on y réfléchit encore à la CNIL, on en discute avec les entreprises qui utilisent ces données-là, mais l'important n'est pas tant que ce soit une donnée de santé ou pas une donnée de santé, l'important c'est surtout que les mesures de sécurité soient bien prévues sur les systèmes, que les droits des personnes soient respectés, et à partir de ce moment-là, peu importe au final réellement la formalité, et c'est pour ça que le projet de règlement prévoit de diminuer les formalités. C'est pas la formalité en elle-même qui importe, c'est vraiment les mesures qui sont prises par les responsables de traitement. Oui. Combien de temps ça prend pour être agréé par la CNIL? Alors l'agrément n'est pas délivré par la CNIL, il est délivré par la ministre de la Santé, après avis de la CNIL et d'un comité d'agrément des hébergeurs. Donc la CNIL rend un avis sur cette procédure. Les textes prévoient un délai complet de 8 mois. Parce qu'il y a la CNIL qui rend un avis, elle peut disposer de 4 mois pour rendre cet avis, puis ensuite le comité d'agrément peut disposer de 2 mois pour rendre cet avis, puis ensuite le ministre peut encore lui aussi disposer de 2 mois pour rendre cet avis. On essaye de diminuer ce délai, mais il y a beaucoup de candidats à l'agrément d'hébergeurs de données de santé. Il y en a déjà beaucoup qui sont agréés, mais il y en a encore beaucoup qui le demandent. Et cet agrément se renouvelle tous les 3 ans. Donc tous les 3 ans, il y a à nouveau des avis qui doivent être rendus. Et donc c'est une procédure assez longue. Ouais. Est-ce compatible avec la vitesse d'évolution de la technologie? Parce que 8 mois, ça reste beaucoup de choses en 8 mois. Alors il y en a quand même déjà beaucoup qui sont agréés aujourd'hui. Il y a, j'ai pas le chiffre là en tête, mais je pense qu'il y en a plus de 60 qui sont agréés. 120 j'entends, donc voilà, déjà. Donc ça fait il y a déjà un choix. Après c'est les nouveaux entrants, effectivement, les nouveaux entrants qui n'ont pas voulu rentrer dans la procédure qui existe depuis 2010 maintenant. Effectivement, ça retarde leur entrée dans le monde de la santé, mais il fallait soit faire des choix avant, soit prévoir. Est-ce que les coûts sont un frein à l'innovation? Oui et non. On parle quand même de la santé des personnes. C'est pas n'importe quelle donnée. Et je pense pas que ce soit un frein à l'innovation. Il faut trouver un moyen de réduire ses coûts. Et je pense que c'est plutôt à l'innovation de trouver le moyen de réduire ses coûts et donc d'améliorer en fait ces systèmes-là. D'améliorer les systèmes de chiffrement, améliorer les systèmes d'anonymisation. Ce sont des choses qui existent peu aujourd'hui. L'anonymisation des données, on en parle beaucoup, tout le monde veut utiliser des données anonymes, mais au final, qu'est-ce qu'une donnée anonyme? Je vais rappeler quand même qu'une donnée anonyme n'est pas une donnée pseudonyme. Donc si on veut pouvoir chaîner des données dans le temps, on va suivre des individus. Donc rien que par le fait qu'on suit un individu, forcément c'est de la donnée à caractère personnel. Et l'anonymisation, aujourd'hui, je connais 2 logiciels qui peuvent être téléchargés sur Internet, qui sont disponibles. Donc à quand un innovateur pour nous produire ces logiciels d'anonymisation effective des données, juste, ou de chiffrement des données? Il y a une autre question là. Dernière question. Ouais.
Alors l'anonymisation, la CNIL va pas l'imposer. C'est une mesure qui va permettre de traiter les données en dehors du cadre de la loi, justement. Parce qu'une fois que les données sont anonymes, la loi ne s'applique plus. C'est très logique. Il n'y a plus de données à caractère personnel. Donc c'est pas forcément la CNIL qui l'impose, par contre, mais ça peut être du relatif à la vie privée des personnes. Et ça, c'est un principe qui se retrouve dans beaucoup de lois et donc dans le Code de la santé publique. Et c'est plus le Code de la santé publique qui va faire ça. Donc voilà, c'est pas forcément la CNIL. Mais l'anonymisation, c'est important. Et excusez-moi, vous pourrez répéter votre deuxième partie. Si jamais quelqu'un autre que celui qui a édité l'application ou alors, anonymiser les données avant de les transmettre au serveur, c'est quelque chose qui pourrait se faire, mais du coup, je vois pas comment les données pourraient être redescendues sur l'utilisateur pour être utiles. Après, c'est quelque chose qui peut se faire. Hein. On peut sur le smartphone de l'utilisateur déjà faire des calculs, on va dire, et faire une proposition d'affichage directement. Renvoyer que des données anonymes sur les serveurs. Et ensuite, par rapport aux attaques extérieures, c'est pour ça que j'ai parlé là ici un peu des guides qu'on a élaborés sur la gestion des risques. Là ici, c'est vraiment une gestion du risque. Est-ce que pendant mon transfert de données, est-ce que je l'ai suffisamment sécurisé? Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait y accéder? C'est pour ça qu'il existe des protocoles de chiffrement des flux, le HTTPS, le petit S pour sécuriser. C'est important et il faudrait l'utiliser partout aujourd'hui. Pour ça que d'ailleurs que Google va commencer à l'intégrer à son moteur de recherche pour favoriser ceux qui utilisent HTTPS. Et donc oui, il faut mettre en place des mesures pour que n'importe qui ne puisse pas y accéder, tant les gouvernements que des pirates ou autres.